va commencer pour pouvoir un petit peu tenir les délais. Alors déjà, vous remercier sincèrement de votre présence. Moi, je suis Julien Cordier, directeur de la CRES Hauts-de-France. On va co-animer ce temps avec Quentin Pile de la région et Juliette Culot des services du SGAR. Vous donner peut-être au préalable quelques informations. Déjà, vous dire qu'on est une belle représentation ce matin autour de ce webinaire. C'était notre enjeu de pouvoir mobiliser autour de cette conférence régionale de l'ESS. Donc, on est vraiment heureux qu'il y ait à la fois une diversité de territoires, une diversité d'acteurs, de réseaux, membres de la CRES notamment, qui puissent être avec nous. Vous donner également quelques éléments pratiques sur les modalités. On a prévu trois séquences. Une première séquence sur le contexte et les enjeux de cette conférence régionale. Une deuxième séquence plutôt sur les appels à contribution. Et ensuite, une troisième séquence plutôt sur les perspectives et le retro-planning qu'on souhaite mettre en place en 2023. Et sur chacune des séquences, vous aurez la possibilité de poser des questions sous différentes formes, soit via le chat, en inscrivant vos questions dans le chat qui est situé juste à votre droite, soit en levant la main pour pouvoir prendre la parole. Lors de ces trois séquences, il y aura un système de modération. Donc, est présent pour la CRES ce matin Rachel Debrinca et Olivier Durand, qui seront un peu les modérateurs et qui seront en charge de faire remonter les questions aux trois intervenants de ce matin. Voilà un petit peu l'organisation. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer. C'est aussi l'enjeu de ce webinaire, c'est surtout que vous puissiez vous exprimer sur vos envies, vos projets, vos questions sur cette démarche, et puis qu'on puisse nous répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez avoir autour de cette initiative-là. Voilà. Si c'est bon pour vous, je vous propose de démarrer. Vous dire aussi que ça s'est enregistré, donc si jamais vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous le dire, et puis sinon il sera enregistré, donc il sera diffusé largement ensuite aux participants et à ceux qui n'auront pas pu être avec nous ce matin. Voilà. Première séquence qu'on vous propose d'engager, vraiment le contexte général, le cadre légal de cette conférence, pour que vous puissiez bien saisir un petit peu dans quel contexte on se situe. Donc, je laisse la parole tout de suite à Juliette Culot pour les services du SGAR et à Quentin Pile pour nous donner un petit peu le contexte de cette conférence régionale. Juliette, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que ça va au niveau du son? C'est peut-être un souci technique. D'accord, on nous dit dans le chat qu'on nous entend très bas, donc on va parler plus fort. Est-ce que là, c'est mieux? Ok. Juliette, est-ce que je te laisse la main sur le cadre légal et juridique de la conférence régionale? Est-ce que vous m'entendez? On a un souci technique. Bonjour Juliette, on vous a entendu très rapidement, puis ça a coupé. Attendre quelques secondes que Juliette puisse se reconnecter et prendre la parole. Ok, bon, dans ce cas-là, peut-être, Quentin, je te laisse la main en premier sur Oui, le regard de la région, sur la conférence régionale, et puis on enchaînera derrière avec Juliette, si tu veux bien. il n'y a pas de problème. Vous m'entendez bien? C'est bon? Parfait. Effectivement, donc nous sommes sur une 4e conférence Pas non régionale. plus. Il y a le micro, mais le son n'est pas activé, je pense.
Si je fais comme ça, est-ce que On c'est mieux? entend... Oui, on t'entend très bien. Oui, oui, Voilà, c'est très bien. merci beaucoup. Désolé pour ces soucis techniques, je pense qu'on a tous repris en On t'entend pas présentiel. du tout. Ouais. Ah, alors certains m'entendent et certains m'entendent pas, c'est ça? Tout à fait, oui. Moi, je vous entends. Ouais, moi je t'entends aussi. Moi aussi, je vous entends très bien. Moi aussi, je Bouge vous pas. entends. Moi aussi, je vous entends. Je Eh vous entends ben, très bien également. Ouais, tout le monde vous entend. voilà, bon, j'y vais. Donc, nous sommes sur une quatrième édition de cette conférence régionale de LSS pour cette année 2023, après 3 éditions en 2016, en 2018 et en 2020. Une édition qu'on souhaite avec l'État et la Chambre régionale de l'ESS, finalement dans la pleine traduction des contours qui ont été posés par la loi de 2014 sur le fait qu'elle se déroule tous les 2 ans à l'initiative des représentants de l'État et de la région et où participent l'ensemble des membres de l'ESS, tant réseaux locaux qu'entreprises, que collectivités locales investies et impliquées dans le développement du secteur. L'idée cette année, c'est de se saisir encore pleinement de ce texte de loi et de le traduire dans les faits et dans l'organisation, avec sur les précédentes éditions plutôt des formats qui se sont tenus sur une journée avec en 2016 une matinée d'atelier, puis une après-midi de plénière. En 2018, une matinée de plénière, puis une après-midi d'atelier. Puis en 2020, on l'a tous connu, hein, un format en distanciel qui ne nous avait pas permis de nous retrouver. Et donc, cette année 2023, pleinement en présentiel et avec une logique un peu plus longue et qui va motiver l'appel à contribution qu'on vous propose aujourd'hui de détailler et de présenter, puisque voilà, l'idée, c'est d'ancrer cette conférence régionale, cette quatrième édition, dans les territoires et au plus près des besoins et au plus près des réalités locales du secteur. Merci Quentin pour ces éléments de contexte. Est-ce que Juliette a pu se reconnecter? Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Ça y est, c'est bon. Je crois que c'est Oui. parfait. La technique est revenue. Parfait. À toi, Juliette. Bonjour à tous, je suis vraiment désolée pour voilà, ce problème technique. Alors du coup, j'ai dû couper, et donc je ne sais pas ce qu'a dit Quentin, et je ne voudrais pas redire. Le seul point qu'on voulait vous indiquer très rapidement, c'était le contexte légal, mais j'ai entendu que Quentin en avait parlé, hein, cette loi du 31 juillet 2014 qui impose d'organiser les conférences régionales de l'ESS tous les 2 ans, sous l'égide du préfet de région et du président du conseil régional. Quentin vous a rappelé les participants. Ce qui est important à dire pour ces conférences, c'est que sont débattues les orientations, les moyens et les résultats en faveur des politiques de l'ESS. Et surtout, et ça va conditionner la suite de notre webinaire, ces débats doivent donner lieu ensuite à la formulation de propositions pour le développement des politiques territoriales de l'ESS. Et c'est dans cet état d'esprit-là qu'on vous propose la concertation qui va vous être présentée donc, dans la suite de ce webinaire. Voilà, je vous remercie. Merci Juliette pour ces éléments de contexte. En effet, un cadre légal prévu par la loi, une temporalité tous les 2 ans avec l'idée de co-construire les politiques publiques territoriales. Et donc pour cette année 2023, le souhait de co-construire cette conférence régionale avec l'ensemble des acteurs en région, donc avec l'appui d'un appel à contribution que vous avez sûrement déjà découvert. Vous vous rappelez peut-être l'état d'esprit de cet appel à contribution. L'idée, c'était d'aller au-delà d'un simple temps fort qui serait organisé tous les 2 ans, mais d'avoir une logique de cycle sur l'ensemble de l'année 2023, où on puisse un petit peu faire remonter les réalités, les besoins, les alertes, les propositions des acteurs et des partenaires de l'ESS pour que cette conférence régionale de l'ESS parte du terrain, parte de la réalité des entreprises et qu'on puisse être dans une réelle construction des politiques publiques. Donc, ça va se passer de façon assez progressive. Il y aura la possibilité pour l'ensemble des acteurs, mais aussi des partenaires de l'économie sociale et solidaire, de proposer des événements
à l'échelle locale, c'est toujours intéressant un peu pour regarder un peu les réalités de terrain, mais aussi à l'échelle départementale ou régionale, et de partir d'événements que vous avez peut-être déjà programmés, prévus. On a regardé déjà en 2023, il y a un certain nombre de temps forts qui sont déjà organisés. Voilà, l'UDES va porter un événement sur la transition écologique, le mouvement associatif a une tradition autour du 1er juillet, il y a des projets portés par les acteurs de la finance solidaire. Il y a pas mal d'initiatives qui sont déjà programmées et ce qu'on vous propose, c'est d'inscrire certains événements dans le cadre de cette conférence régionale de l'économie sociale et solidaire, avec un cadre bien sûr précis qu'on va vous décrire. On est bien dans des initiatives autour de la co-construction des politiques publiques de l'ESS, et puis une thématique qu'on a définie et qu'on va aussi vous présenter un petit peu plus dans le détail autour des transitions sous différentes formes. Et donc, vous aurez la possibilité, à travers ces initiatives que vous avez déjà un petit peu, soit dans les tuyaux, soit déjà en route, la possibilité de contribuer à cette conférence régionale de l'ESS 2023. Donc, une logique de cycle, une logique de programmation qui débutera au mois d'avril, suite au lancement de la conférence qui aura lieu le 27 mars, et une programmation qui aura lieu de avril à octobre, avec des événements qu'on souhaite le plus divers possible pour avoir un peu le retour terrain des acteurs et une grande diversité de propositions sur l'ensemble des territoires des Hauts-de-France. On sait très bien que les réalités et les besoins ne sont pas les mêmes en fonction des départements ou en fonction des territoires. Donc, on a vraiment besoin d'avoir cette richesse de remontée pour être derrière en capacité de répondre aux problématiques. Voilà. Un petit peu le contexte, vous dire que après cette programmation, donc de avril à octobre, il y aura un temps de restitution qui sera un petit peu le temps fort du mois de l'ESS 2023, avec un lancement du mois de l'ESS qui permettra de faire remonter la richesse des propositions, la diversité des contributions, mais aussi de prendre un certain nombre d'engagements ensemble et de regarder comment on pense la suite, quelles sont les préconisations, quelles sont les perspectives, quels sont les enjeux, quels sont les besoins pour influer demain sur les politiques publiques en région. Voilà un petit peu l'état d'esprit de cet appel à contribution. Pour résumer, logique de cycle, logique de programmation et une organisation durant tout le mois d'année 2023 pour identifier un petit peu les remontées des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Voilà un petit peu l'état d'esprit qu'on pouvait vous donner. Voilà. C'est un premier temps qu'on a prévu. Éléments de contexte, conférence régionale. Pourquoi un appel à contribution? À ce stade, on vous laisse la place à des questions éventuelles, soit via le chat, soit en simplement levant la main. Voilà, je laisse aussi la main à Olivier et Rachel s'ils voient des attentes et des envies de questions à ce stade-là. La première question est toujours la plus difficile. Après, on est sur des éléments de contexte, donc peut-être que l'ensemble des informations étaient assez claires, mais en tout cas, n'hésitez pas, sur un format vidéo, ce n'est pas toujours facile, mais à prendre la parole s'il y a des questions. Ah, il y a Fanny pour Enactus, je vois qu'il a levé la main. Fanny, je te laisse la parole. Du coup, Fanny, Enactus France. Alors, je suis arrivée un tout petit peu en retard, je suis désolée, j'étais sur un autre rendez-vous, donc j'ai peut-être loupé l'info. Mais c'était de savoir où est-ce qu'on renseignait potentiellement les événements ou ateliers. Est-ce qu'il y a un endroit dédié ou pas? Enfin, comment on fait pour renseigner tout ça? Alors ça, c'est justement ce qui va vous être décrit en détail juste après. On va rentrer dans le contenu même de l'appel à contribution. Vous aurez les dates, les mails, les ressources, il n'y a pas de difficulté. Mais on va rentrer vraiment dans le détail ensuite. D'accord, ok. Merci. Benoît, je te laisse la parole si tu le souhaites. Oui, bonjour tout le monde. Moi, j'ai une petite question parce qu'on est en train de monter un événement avec Côte-France Active, mais qui n'est pas encore tout à fait calé. Et on a un peu c'est un peu compliqué pour nous de remplir l'intégralité de la fiche telle qu'elle est présentée, notamment sur les interlocuteurs qui seront pressentis. Est-ce que c'est problématique ou voilà, on peut alimenter tout ça un peu au fil de l'eau? De la même façon, peut-être on laisse la place à la description de l'appel à contribution, mais
cas, je pense qu'on aura toujours un peu de souplesse aussi dans les réponses qu'ils pourront apporter s'il y a encore des ajustements en termes de contenu, de partenariat. C'est des projets évolutifs, hein, donc en tout cas, à ce stade, on aura, je pense, de la souplesse, mais on va vous décrire un petit peu tout ça ensuite hein, dans le descriptif de l'appel à contribution. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, Olivier, Rachel, sur le chat? Je vois qu'il n'y a pas de questions particulières. Pas pour le moment. Pas pour le moment. OK. Bon, dans ce cas, moi, je vous propose d'enchaîner peut-être sur la deuxième partie parce que justement, on va rentrer dans une information un petit peu plus concrète et précise autour de l'appel à contribution. Donc, je laisse la parole à Quentin pour rentrer dans le détail de cet appel et nous dire un petit peu quels sont les critères, quelles sont les modalités et quel est le contenu en fait de cet appel. Quentin, je te laisse la main. Merci Julien. Je revérifie que vous m'entendez bien, mais a priori, je pense que c'est bon. Du coup, vous avez bien compris, je pense, la philosophie qui précède à cet appel à contribution pour ces ateliers de la conférence, comme on vous l'a exposé. Voilà, l'idée, c'est de rentrer dans le détail et déjà de vous dire qui peut candidater à cet appel à contribution, parce que je pense que c'est intéressant. Finalement, c'est le reflet de la diversité de la cible des participants à cette conférence tel qu'il est posé dans la loi de 2014, à savoir toute entreprise de l'ESS, qu'elle soit association, coopérative, mutuelle, fondation ou société commerciale de l'ESS, qu'elle soit tête de réseau ou réseau de l'ESS, qu'il soit d'ailleurs un réseau local, départemental ou régional, voire une émanation d'un réseau national en région. Pas de difficulté pour nous sur cette diversité. Vous êtes aussi peut-être une structure qui accompagne les entreprises de l'ESS. Vous les accompagnez dans leurs projets de création, de développement, et vous souhaitez faire une proposition d'atelier sur cette dimension. C'est pour nous aussi intéressant, de la même manière si vous êtes plutôt sur une activité du financement des entreprises de l'ESS. Également, dans la cible de la loi, hein, l'idée de débattre, de faire le bilan des politiques territoriales de l'ESS, ben, c'est aussi se traduire dans la cible de porteurs de ces ateliers, aussi à destination des établissements publics de coopération intercommunale, donc communauté de communes, communauté d'agglomération, métropole, communauté urbaine, et également des communes qui peuvent avoir des politiques assez précises à destination du secteur, mais aussi d'un point de vue départemental, régional, mais aussi au niveau des services de l'État, puisque sur le l'ESS, en région comme à l'État, il y a différentes directions, services qui contribuent au développement du secteur. Donc là, on est sur la cible de qui peut candidater, avec finalement l'idée que ces ateliers puissent être portés par des acteurs du développement de l'ESS. Il y a l'idée aussi, et ça a été, je pense déjà potentiellement esquissé dans les questions, hein, mais que vous puissiez candidater seul ou en collectif aussi, parce que parfois, sur une proposition, ça a du sens d'être à plusieurs, parce que vous couvrez par exemple au sein d'un même réseau national, au niveau du territoire régional, le territoire a plusieurs entités. Et donc, c'est aussi l'intérêt que ça peut avoir de portage collectif de ces ateliers. Et enfin, dans l'idée de candidature, les candidatures multiples sont possibles. Quand je dis multiples, c'est de se dire que vous souhaitez traiter finalement plusieurs thématiques et donc plusieurs ateliers. Eh bien, vous avez la possibilité de nous en proposer plusieurs. Sur le format maintenant, et on passera aux questions à la fin de la présentation si ça vous va. Le format, c'est déjà vous préciser ce qu'on conçoit en termes d'ateliers de la conférence régionale. Ce sont pour nous des ateliers de co-construction. Comme le précisait Juliette en introduction, l'idée, c'est bien de travailler sur les sujets qui concernent le secteur et qui sont
parfois des sujets d'interrogation, parfois des sujets qui sont communs à l'ensemble du secteur, parfois des sujets peut-être plus spécifiques à une partie du secteur, et derrière de poser les éléments à la fois pour aller sur ce qui existe, ce qui marche pas, et un peu esquisser des propositions qui seront soumises aux collectivités, à la puissance publique que nous sommes, pour potentiellement les intégrer demain dans des politiques publiques, ou essayer en tout cas d'y apporter des réponses, même si cet exercice, ce sera l'objectif final. Dans ce qui est entendu comme c'est des ateliers, hein, donc c'est de travailler en collectif sur les thématiques et les problématiques autour de ce temps des transitions qui est le thème de cette conférence régionale 2023. Sur le format, il est finalement assez libre, il vous est finalement pas imposé d'une méthodologie où on souhaiterait avoir un canevas précis. Je pense que vous avez toutes et tous l'habitude d'animer avec vos particularités et vos outils ce type de format. Donc, sur la méthodologie, on est assez large. La simple attention qu'on a dans les réponses que vous pouvez nous proposer, c'est finalement qu'il y ait bien un cadrage qui soit défini, un projet de canevas qui soit posé, pour qu'on voit effectivement que l'atelier a du sens dans cette perspective de nourrir des livrables sur lesquels je reviendrai. Enfin, l'idée aussi qu'on puisse bien traiter dans cet atelier des problématiques que nous avons posées sur chacune des 4 transitions qu'on souhaite aborder dans ces ateliers courant avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2023. Sur le format également, et là, ce sera la slide suivante, nous, l'idée, c'est qu'on puisse avoir l'expression des participants à ces ateliers qui soit permise. Voilà, le constat qu'on a fait sur les précédentes éditions, hein, c'est que potentiellement, les ateliers avaient lieu en même temps, donc il n'y avait pas la possibilité pour chacune et chacun de participer à tous les ateliers. Là, en lissant la programmation sur cette période d'avril à octobre, c'est vraiment l'idée de pouvoir aller participer à des ateliers différents, sur des thématiques différentes, et d'exprimer finalement vos points de vue sans difficulté. Sur le format en termes de timing, on n'a pas non plus souhaité cerner les choses. Voilà, on considère effectivement que pour permettre l'échange et la construction, il faudra quand même qu'on ne soit pas sur un atelier de 10 minutes. Hein. C'est bien l'idée d'avoir quand même un temps qui permette le travail, mais aussi de s'adapter au format que vous proposez habituellement sans difficulté. Enfin, point d'intention sur le format, et c'est voilà, c'est un outillage qui sera exprimé plus en détail par Juliette tout à l'heure, mais sur le fait que ces événements doivent être sous un prisme éco-responsable, donc avec un impact environnemental et une empreinte écologique de l'atelier qui soit au maximum limité. Effectivement, quand on parle dans les thématiques qu'on va aborder juste après de transition environnementale écologique, il faut qu'on ait aussi une cohérence dans la construction et de ces événements. Sur le format toujours, il y a une nécessité pour nous quand même de livrables sur ces ateliers. Comme on l'a précisé, hein, l'idée, c'est potentiellement de formuler des propositions qui seront soumises au pouvoir public pour potentiellement être reprises ou traduites dans des politiques publiques. Si on veut ça, il faut qu'on ait une restitution des ateliers que vous mènerez. À ce titre, dans la documentation qui est publiée sur le site esshdf.org, il y a
finalement une fiche de synthèse qui vous est proposée, qui est assez courte, hein, mais qui permet finalement de restituer ce livrable, à la fois d'identifier et de travailler sur les bonnes pratiques et les outils existants à diffuser et à essaimer, sur les leviers qui sont existants ou qu'il convient d'amplifier pour répondre à la problématique que vous traitez dans l'atelier, et enfin, les potentiels freins à lever et les outils qui vous sembleraient pertinents collectivement de créer ou d'améliorer. Voilà. Sur cette dimension dans les ateliers, on ne l'a pas mis comme thématique potentiellement, mais toutes les dimensions qui vont tourner autour de la sensibilisation et de la formation à l'ESS et de l'essaimage des bonnes pratiques et des innovations sont à prendre en compte dans le traitement que vous ferez du sujet ou de la problématique que vous souhaitez traiter. C'est finalement comment on permet, au-delà d'un dispositif, d'une aide, d'une bonne pratique, d'agir quelque part sur les racines du sujet dès la sensibilisation. Peut-être ensuite m'attarder sur les thématiques qui tournent autour des transitions. Si vous avez pris connaissance du document et de l'appel à contribution, on les détaille assez dans le document. Nous avons choisi de tourner et d'apprécier ce temps des transitions autour de 4 transitions précisément. Tout d'abord, les transitions économiques, constatant que pour le secteur, on est quand même en 2023, après un certain nombre de crises successives, de modes de financement qui peuvent évoluer, de contexte réglementaire et législatif qui est parfois incertain ou en tout cas qui est assez mouvant, et forcément des impacts sur les modèles économiques des organisations de l'ESS. Et l'idée là-dessus, c'est de traiter une problématique autour de la pérennité économique des entreprises dans ce contexte de transition. Sur les transitions des organisations, l'idée, c'est de poser le sujet des changements organisationnels et de comment on peut mieux les prévenir et les anticiper pour pas que ça soit source de difficultés, mais aussi source de développement de ces structures. Parce qu'on a constaté collectivement, encore une fois, parfois des remontées terrain que vous nous faites, parfois aussi des échanges qu'on voit nous directement, État, région, ou que vous remontez à travers la CRES, de changements qui sont parfois contraints, parfois nécessaires, et qui impactent le fonctionnement des organisations et qui parfois constituent des zones de risque. On pense par exemple à un départ en retraite, un arrêt maladie ou des difficultés de recrutement dans cette période, parfois sur certains sujets de tension de recrutement. Sur les 2 autres et dernières transitions, la transition écologique environnementale, le constat, il est double. À la fois des organisations de l'ESS qui sont fer de lance de la transition écologique et environnementale, parce que au-delà d'un impact et d'une utilité sociale à travers les actions et les activités qu'elles mènent, elles sont aussi motrices dans la transition écologique et environnementale parce qu'elles ont des projets vertueux, parfois c'est même central dans leurs activités, et donc potentiellement source d'inspiration pour l'ensemble de l'économie et l'ensemble des entreprises sur le territoire. Parfois, on constate aussi qu'on est une organisation de l'ESS très tournée vers des projets d'utilité sociale, mais dans nos pratiques, pas forcément vertueux en matière d'écologie et d'environnement, et qui a la nécessité de repenser, de tourner nos projets vers ces dimensions pour limiter l'empreinte écologique et environnementale de nos activités. Et donc, double problématique qu'on pose ici sur cette transition, à la fois comment intégrer des processus plus respectueux de l'environnement dans l'ESS et dans l'économie classique en s'inspirant des initiatives portées par les organisations de l'ESS. Enfin, transition sociale.
voilà, ça n'échappe à personne, hein, des indicateurs socio-économiques en région qui sont plutôt négatifs, avec des situations de fragilité qui sont plus nombreuses que dans d'autres régions. On pense au taux de pauvreté, on pense au taux de chômage évidemment, mais pas forcément. Et puis des spécificités parfois infraterritoriales qui peuvent être constatées. Ça se traduit parfois par des engagements en termes de contractualisation au niveau des pouvoirs publics sur l'engagement pour le renouveau pour le bassin minier, sur le pacte pour la Sambre-Avesnois Thiérache. Mais on peut citer aussi les quartiers prioritaires en politique de la ville, etc. En tout cas, au niveau de la société globalement, hein, des besoins et des changements de pratiques aussi qui sont constatés, hein. Le Covid a par exemple amplifié le phénomène de décrochage scolaire, pour ne citer qu'un exemple. Et l'idée dans cette transition, c'est de traiter la problématique autour des solutions existantes à valoriser, diffuser, et comment inventer de nouvelles solutions à travers les activités et les actions proposées par les organisations de l'économie sociale et solidaire. Voilà pour ces aspects, à la fois de cible et à la fois de thématique et de contenu des ateliers. Je vois qu'il y a eu quelques questions dans le chat. Donc... Alors Quentin, oui, il y a eu quelques questions, 2 questions. Alors Pierre-Alexandre Damé qui pose la question, est-ce que le format vidéo est-il envisageable pour les ateliers? Alors l'idée, comme je le précisais, c'est qu'on soit quand même plutôt sur des éléments physiques dans la reprise du présentiel et qui permettent vraiment les échanges. S'il y a une réelle pertinence de la solution vidéo, ça peut être proposé, mais l'idée quand même, c'est d'avoir préférentiellement des événements qui se tiennent en présentiel. Ensuite, nous avons Héloïse Wip de la DRAF qui nous demande s'il y a des publics spécifiques à intégrer dans les ateliers, s'il ne fait pas participer des structures ESS directement, est-ce un problème? Alors l'idée, c'est qu'on soit bien sur une conférence régionale de l'économie sociale et solidaire, hein, mais l'idée d'intégrer potentiellement dans les ateliers des organisations de l'ESS et d'autres organisations, parce que c'est vraiment le levier pour traiter la problématique, il n'y a pas de difficulté. L'atelier peut être, je dirais, ouvert à d'autres acteurs que les acteurs de l'économie sociale et solidaire, hein. On reste bien sur une cible économie sociale et solidaire préférentiellement aussi. J'enchaîne avec une question de Stéphanie Maclouf de Parcours 59 qui est un peu en lien. Cette conférence sera-t-elle ouverte au public bénéficiaire éventuel des structures de l'ESS ou est-elle réservée qu'aux professionnels? Là aussi, même ordre d'idée, hein, qu'il y ait cette diversité de publics, tant d'un côté, je dirais, organisation professionnelle, mais aussi bénéficiaire, parce que justement, quand je parlais tout à l'heure de transition sociale, on est sur une problématique de public nouvelle à traiter, avoir des bénéficiaires et dans l'idée de co-construire aussi, ça fait partie, moi, des éléments qui me semblent intéressants de lever. Alors, une question de Caroline Créton de l'UDES. Les structures qui s'inscrivent dans ce cadre bénéficient-elles d'un soutien quelconque en termes de communication, logistique, financier? Sur ces aspects de communication logistique, on va y revenir juste après. Donc, il y aura les éléments, je pense, de réponse, dans l'intervention de Juliette. On a une question de Quentin de Parmentier, l'allemand de la CRES, qui demande quelles sont les conséquences pour les structures qui portent un atelier, pourquoi participer, pour quelle finalité? Alors, pourquoi participer? Parce qu'on est en pleine saisie de ce qu'est la conférence, hein, c'est de réunir l'ensemble des acteurs du développement de l'ESS, c'est de faire un point quelque part sur le bilan de politique territoriale sur les années précédentes, mais aussi de se tourner vers l'avenir et travailler au contour de l'ESS de demain. Et donc déjà, sur l'intérêt de participer,
je pense qu'il est là et l'occasion aussi de poser les sujets et quelque part de les faire remonter quand ils sont plus locaux ou de les partager à un périmètre régional quand ils concernent tout le monde. Sur les finalités, voilà, je pense qu'on a été vraiment dans cette idée qu'on puisse formuler des propositions aussi. Donc, je pense que c'est la finalité première. Après, sur les conséquences pour les structures qui portent un atelier, les conséquences, c'est déjà d'être, je pense, à l'initiative et si parfois aussi potentiellement d'une structure de permettre de s'intégrer dans une programmation qui est pour le coup globale et aussi de participer et de contribuer, je dirais, au futur de l'ESS en région. J'en profite pour continuer. Une autre question donc, de Quentin. Qui participe à l'évaluation des candidatures en termes de les membres du COPIL, voilà. Et sur ces aspects-là, sur comité et critères de sélection, Juliette va juste vous le préciser après mon intervention. Et enfin, une dernière question, s'il n'y en a plus après, donc d'Hélène Changiabo. Les ateliers doivent-ils être ouverts à tous ou peut-on cibler, par exemple, une réunion de réseau d'acteurs ESS, directeurs de structure? Alors, c'est le sens inverse du coup de ce que je disais. L'ouverture est possible, mais le fait de s'adresser à une cible particulière, c'est également possible. Si vous regardez la fiche de candidature, qui est l'annexe 1 de l'appel à contribution, on essaye effectivement de cerner les publics ciblés par vos ateliers, à la fois porteurs de projets, associations, coopératives, mutuelles, fondations, sociétés commerciales, collectivités locales, étudiants, universitaires. Il y a aussi une catégorie autre pour le coup, donc bénéficiaire, comme je le disais tout à l'heure, peut en faire partie. Mais si vous souhaitez cerner effectivement votre atelier sur une partie dirigeante, parce que justement on est sur l'aspect dirigeant de structure que vous souhaitez approfondir dans la thématique d'atelier que vous avez choisi, et par exemple sur une thématique des transitions organisationnelles, le métier de dirigeant peut être un réel sujet. Il n'y a pas de difficulté à ça. On regardera la candidature sans difficulté. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vous propose peut-être d'enchaîner. Julien, je te laisse. Oui, tout à fait. Peut-être en résumé, dire que différents types de formats sont possibles, différentes cibles sont possibles, uniquement des acteurs de l'ESS, un secteur d'activité particulier éventuellement, des coopérations ESS économie classique. Il y a vraiment une grosse liberté en termes de format et de cible. Et après, les deux fondamentaux, c'est une logique de co-construction. Donc, on est bien dans cet espace de concertation, de proposition, de co-construction, et une volonté de contribuer aux politiques publiques. C'est-à-dire, l'idée, c'est que la réflexion qui est portée, elle vienne alimenter les politiques publiques, influer demain sur les politiques publiques en région. Voilà. En synthèse un petit peu de l'intention en fait, de cet appel à contribution. Et puis là, on va pouvoir répondre à vos questions maintenant sur la partie plus technique opérationnelle, sur les perspectives, le comité de labellisation, le lancement de la conférence. Voilà, on va rentrer un peu plus dans le détail sur le volet mise en œuvre et communication. Dans ce cas-là, je laisse la parole sur cette partie-là à Juliette Culot. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais vérifier. Oui. Parfait. Merci. Donc, pour cette troisième étape, donc si Quentin Pide du Conseil régional vous a convaincu de participer, moi, je vais vous écrire les étapes à suivre si vous voulez candidater. Donc, toutes les informations se trouvent sur le site esshdf.org. Vous allez notamment trouver l'appel à contribution et ses annexes. Donc, cet appel à contribution, il est ouvert depuis le 3 février et il est ouvert jusqu'au vendredi 17 mars. Donc, il vous reste une quinzaine de jours pour participer. Nous avons créé une adresse mail dédiée, conférence ESH 2023@creshdf.org, je l'ai dit, pour communiquer sur les documents qui vous sont demandés. Donc, pour candidater, c'est vraiment très, très simple. On a voulu une procédure très facile pour vous, avec deux documents principaux envoyés. L'un qui va prouver l'existence légale de la structure candidate, du porteur,
Et le deuxième qui est un dossier de candidature. Alors, le dossier de candidature, ça fait un peu peur. En fait, c'est une fiche de candidature dont parlait Quentin, que vous allez trouver en annexe 1 du cahier des charges de l'appel à contribution. Alors, cette fiche de candidature, elle est vraiment très simple, hein. C'est un recto verso. On va vous demander finalement le lieu, la date de l'atelier, les partenaires qui contribuent à organiser cet atelier, y compris éventuellement financier, également le public cible que Quentin évoquait et la thématique de l'atelier ainsi que le secteur d'activité. Vous voyez, c'est une fiche de candidature qui est vraiment très simple à remplir. Et ensuite, si vous le souhaitez, bien sûr, tout document que vous jugerez utile voilà, pour déposer votre candidature. Sur la slide d'après, donc on vous indique que la suite des étapes, donc l'appel à contribution va être clos, comme je le disais, le 17 mars, et le comité de sélection va se réunir la semaine suivante, le 24 mars. Donc ce comité de sélection, il est composé des co-organisateurs de la conférence, c'est-à-dire de l'État. Quand je dis l'État, c'est à la fois le SGAR que je représente, mais c'est également les directions régionales avec lesquelles vous êtes peut-être partenaires, donc la DRETS, la DREAL, la DRAGES et la DRAF, les services du conseil régional et les équipes, les représentants des équipes opérationnelles de la CRES. Donc le comité de sélection va étudier les dossiers déposés et on vous a indiqué dans le cahier des charges des critères qui vont être passés au crible. Donc c'est d'une part la qualité et la cohérence de la proposition d'atelier, la conformité à la problématique, donc avec les 4 thématiques que vous avez évoquées, Quentin, la capacité à produire les livrables attendus. Donc, on a 2 livrables principaux qui sont la fiche de synthèse et la fiche participant. La fiche de synthèse étant le livrable le plus important. La conformité au format attendu. Et on en parlait également, l'engagement vis-à-vis de l'impact écologique et environnemental de l'atelier. Donc sur ce point-là, ce qui peut être un peu complexe, on va vous mettre à disposition des ressources donc, qui sont des guides pour organiser des événements éco-responsables avec vraiment des conseils très pratiques pour organiser ce type d'événements. Donc ce sera mis sur le site ESSHDF. Donc voilà, pas de panique là-dessus. On vous accompagne vraiment pour voilà, l'organisation de ce type d'événement. Ce qui nous permet nous aussi d'ailleurs de monter en compétences et d'avoir une action vraiment concrète sur cette empreinte écologique. Le dernier point donc, va porter sur la communication. Donc, on en parlait tout à l'heure, donc c'est la slide d'après. Donc, nous avons créé, et notamment grâce à l'appui de la CRES, un logo dédié que vous avez sous les yeux, donc, qui est le logo Les Ateliers de la conférence. Nous vous mettons à disposition ce logo et nous vous demandons de le mettre sur vos outils de communication puisque les ateliers que vous allez organiser finalement entrent dans une programmation globale des ateliers de la conférence. Vous pouvez donc nous transmettre ces documents de communication, donc avec le logo des ateliers de la conférence, donc que ce soit votre programme, l'invitation, le lien d'inscription, tout autre document de communication. Et nous allons nous charger de les relayer via nos réseaux, donc à la fois État, Conseil régional et CRES, qui va permettre de valoriser vos événements et d'amplifier la communication autour de vos événements. Voilà, j'en ai terminé sur ce point. Donc, il n'y a pas, pour répondre tout de suite à la question qui avait été posée, on a cette action de communication, on va pouvoir voilà, contribuer à amplifier la visibilité de vos ateliers, de vos événements. Par contre, il n'y a pas de financement dédié, c'est bien écrit dans le cahier des charges de l'appel à contribution. Donc, les porteurs ne reçoivent pas de financement de la part des co-organisateurs. Voilà, j'en ai terminé. S'il y a des questions, je suis à votre écoute. Il y a une question au niveau des modalités. Chaque structure doit-elle proposer une date différente, organiser cet atelier dans ses locaux ou est-ce qu'il y a un lieu spécifique, par exemple? Alors, c'est vraiment, ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'on veut un format qui soit très, très souple pour les porteurs. Donc, vous l'organisez, vous le souhaitez, finalement, ça peut être dans vos locaux. Après, si vous avez des partenaires qui veulent l'organiser dans d'autres lieux, vous pouvez vraiment, enfin voilà, vous êtes vraiment libre de l'organisation.
Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait vraiment une concertation au sein de cet atelier. Alors, je crois qu'il y avait 2 questions dans cette question. Donc, il y avait sur les et Alors, donc les modalités, pour chaque structure, hein, pour proposer une date, alors au niveau des modalités, chaque structure doit-elle proposer une date différente, voilà, et organiser cet atelier dans ses locaux. Donc ça, c'était la réponse. Ouais, Donc c'est plus par rapport aux dates, en fait, hein. aux dates, là encore, hein, aucune contrainte. Les ateliers vont être organisés d'avril à octobre. On s'arrête à octobre puisqu'on a une restitution qui doit être faite lors du lancement du mois de l'ESS de novembre. Mais voilà, sur la date, c'est très souple. Ensuite, une question de Caroline Créton. Pouvez-vous rappeler rapidement les 2 livrables, fiche de synthèse et… Et oui, le deuxième livrable, c'est la fiche la fiche participant. Alors, ces 2 livrables sont sur le site ESS HDF, à la fois dans le cahier des charges de l'appel à contribution, mais on les a mis par ailleurs en document que vous pouvez télécharger sur l'article qui est sur le site ESS HDF. Je pense que Quentin a remis les liens, il me semble, dans le chat. Donc, la fiche de synthèse, c'est pareil, voilà, c'est vraiment très, très simple. Vous rappelez le nom de l'événement, la date, le lieu, le nom du porteur et les co-organisateurs, les partenaires qui ont participé, le nombre de personnes inscrites et finalement le nombre de participants y ont effectivement contribué, la thématique, le libellé de la problématique qui a été étudiée. Et ensuite, vous avez des encadrés assez libres sur les freins que vous avez pu identifier qui doivent être levés, les outils qui existent ou qui doivent être créés, et les leviers soit qui existent et qu'il faut amplifier, ou alors des leviers qui devraient être à créer, sans vous censurer. C'est-à-dire que si pour vous, ce sont des leviers financiers, vous pouvez inscrire cette proposition. Elle sera étudiée ensuite à la fin par les co-organisateurs pour finalement identifier les propositions qui pourront influer sur les politiques publiques en faveur de l'ESS menées notamment par l'État et le Conseil régional. La deuxième fiche, c'est une fiche participants, ce qui nous permet finalement de savoir quelles organisations ont participé à la concertation, notamment quels sont les types d'organisations et la localisation de ces organisations qui ont participé. Donc là, on ne parle pas seulement du porteur, on parle bien des participants aux ateliers de concertation. J'en profite juste pour dire que sur la plateforme ESS-HDF, on a donc fait cette page d'information qui se situe dans la rubrique Actualité. Et donc, effectivement, le lien a été mis dans le chat. Et donc, je continue avec les questions. Donc, Héloïse Ruiff demande « Ce relais de communication sera également fait sur les ateliers dont le nombre et type de participants est fermé ?» Excuse-moi, je n'ai pas compris, Rachel, la question. Tu peux me redire? Alors, est-ce que ce relais de communication sera fait sur les ateliers dont le nombre et type de participants est fermé? Peut-être… Je peux préciser, sinon, oui, ma question, oui, si voilà. vous m'entendez. Oui, quand tu disais que donc, les ateliers auront un logo à poser, et ensuite un relais de communication sera fait, l'objectif de ce relais de communication, est-ce que c'est de proposer à davantage de participants de venir aux ateliers ou c'est plus pour la visibilité, indiquer que telle structure organise un atelier, etc. Bah, c'est un peu pour les deux finalement. Ça va permettre, pour nous, ils sont très importants ces ateliers, hein, puisque c'est vraiment la concertation qui va nourrir la conférence régionale de l'ESS et les propositions qui pourront influer sur les politiques territoriales de développement. Donc, on veut qu'il y ait une communication très large sur ces ateliers, qu'ils soient connus du plus grand nombre. Donc, ça va permettre aux porteurs d'avoir une plus grande visibilité et de faire venir potentiellement plus de personnes à ces ateliers. Et ça va nous servir à nous, puisque ça va permettre d'amplifier finalement la concertation qui va être organisée via ces ateliers. D'accord. Oui, non, j'ai compris. C'est plus, je pensais par exemple, moi, à des ateliers qui sont peut-être déjà prévus, qui pourraient être labellisés, mais qui, enfin, c'est pas forcément justifié de l'ouvrir davantage, où du coup le thème est déjà prévu. Enfin, voilà. D'accord. Et du coup, ce serait pas forcément pertinent de faire participer davantage de monde, étant donné que c'est déjà fléché, même en termes de place aussi dans une salle. Enfin, bref, petit Oui. détail Oui, je logistique comprends ta aussi. question. Oui,
Oui, bien sûr, non, ça, il faut effectivement, si on commence à communiquer sur ces ateliers, on risque de faire venir du monde. Donc, si vous avez un nombre limité de personnes, voilà, on ne va pas forcément communiquer largement sur ces ateliers. Par contre, c'est important que nous, on récupère finalement vos documents qui ont contribué à l'organisation de l'atelier parce que nous, on suit la programmation globale. Donc, on ne va pas communiquer dessus, mais c'est important que nous, on récupère ces documents quand même. Ok, ça marche, merci. Alors, j'ai une question concernant le type de structure qui peut organiser. Est-ce qu'un réseau informel sans support juridique peut candidater? C'est un Je réseau. vais répondre parce que ça concerne un petit peu la partie que j'ai évoquée. Là, en fait, on est plutôt dans le cas finalement de candidature collective à l'atelier. Donc, il faudra identifier parmi, je dirais, ce collectif informel une des structures et évoquer le fait que ça soit organisé en collectif. Voilà. J'ai une question donc, de Marie-Lanvin du Grand Soissons qui demande pour qu'un atelier soit considéré comme réussi, combien de personnes attendriez-vous? On n'a pas de minimum. Enfin, là, on fait totalement confiance aux porteurs qui ont l'habitude d'organiser ces ateliers. On n'a pas de nombre minimum à conseiller. Donc voilà, il n'y a pas. De toute façon, les ateliers seront finalement labellisés en amont. Donc, vous indiquez dans la fiche de candidature pour être labellisé le nombre de participants voilà, anticipé, mais après, on n'aura pas de critères de sélection là-dessus. Alors, une autre question, un atelier peut-il être organisé sur plusieurs dates avec une progression pour passer des constats aux propositions? J'avais lu cette question que je trouve très intéressante. Je pense que c'est donc là, on est vraiment dans une concertation qui est construite et moi, je serais tout à fait favorable à ce type, de concertation. Enfin, ne pas empêcher, je veux dire, ce type d'atelier. Là, on est vraiment sur une construction de proposition dans la durée. Alors après, on a limité, on a conseillé, on va dire, d'organiser à une demi-journée, une journée ces restitutions. Mais finalement, si les partenaires veulent se revoir à d'autres temps pour poursuivre en fait la discussion, on va aboutir du coup à une concertation qui sera nourrie avec des propositions qui seront voilà, à mon avis, très intéressante à étudier. Donc là-dessus, pareil, il ne faut pas se censurer sur cette méthode-là. Je me permets aussi d'appuyer sur la réponse. Je pense que dans la fiche de candidature, on attend un programme prévisionnel de l'événement. Donc, cette typologie de format qui peut être potentiellement sur 2 ou 3 dates, n'hésitez pas à le détailler sur cette partie-là. Après, nous, ce qui va être important de cerner aussi, c'est qu'il n'y ait pas forcément dans les participants de déperdition et qu'on soit potentiellement aussi dans les participants sur le même cercle qui puissent se mobiliser sur ces plusieurs temps que vous identifiez. Voilà, c'est que ceux qui font potentiellement les constats soient aussi ceux qui formulent les propositions finalement et qu'on ne soit pas sur potentiellement 2 cercles qui soient différents. Donc ça, voilà, d'essayer de nous apporter les éléments dans la candidature, mais pareil que je insiste sur ce côté, là au-dessus, assez libre aussi dans les propositions que vous pouvez faire dans la contribution à cet appel à contribution que vous pouvez nous proposer. Après, si on est sur potentiellement, comme on préconise, plutôt un format n'excédant pas une journée, donc que ça soit potentiellement 2 demi-journées étalées dans le temps. Voilà, plutôt dans ce format-là. Si c'est pour nous proposer 5 journées de 8 heures d'atelier, ce n'est pas forcément les formats qui sont attendus non plus. Voilà. Alors, une question qui concerne plutôt la temporalité et la planification d'événements de Romuald Caron. Est-ce problématique de candidater s'il n'y a pas encore de date verrouillée? On a une temporalité visée des ateliers en juin-juillet, mais pas encore de date arrêtée. Non, là-dessus, et j'en profite pour répondre à la question également de M. Barra pour France Active. Non, là-dessus, si vous n'avez pas, on vous demande quand même de vous projeter jusqu'à octobre. Hein, donc, on comprend tout à fait que ce soit compliqué d'avoir déjà une date, un lieu, des intervenants prévus, une liste de participants, etc.
Donc, mettez l'intention. Voilà, vous pouvez expliquer que ce sera au cours du mois de juin. C'est pareil sur les participants. Si vous n'avez pas la liste précise des participants, vous mettez celle que vous envisagez et ensuite elle sera complétée. Voilà, mettez l'intention la plus qui est connue à cet instant T, là, avant en tout cas le 17 mars, et ce sera assez pour candidater. Et puis, une dernière question de Fanny Denactus. Est-ce qu'il y a un nombre limité d'ateliers par structure organisatrice? Non, il n'y a pas du tout de nombre limité, hein. Si une structure veut en proposer plusieurs au cours de l'année sur différents formats, peut-être différents territoires, différents participants, au contraire, hein, elle est tout à fait libre de le faire, donc pas de souci. Non, au contraire, c'est intéressant, pas de problème. Effectivement, si vous nous proposez 50 ateliers, ça sera de nous démontrer votre capacité à tous les organiser sur la période aussi. Voilà, je prends volontairement l'exemple excessif, mais voilà, l'idée aussi, c'est pour reprendre un peu les critères qu'évoquait Juliette tout à l'heure de l'appréciation dans la sélection, c'est aussi votre capacité à pouvoir organiser l'ensemble des ateliers que vous proposeriez. Et puis peut-être dans cette programmation, voir les ateliers qui sont plus en phase avec l'état d'esprit de l'appel à contribution, c'est-à-dire des ateliers qui sont vraiment dans une logique de contribution aux politiques publiques territoriales. Et donc peut-être que dans ce que vous avez en tête, il y a des choix à faire, mais on peut vous aider aussi à le faire avec vous, hein, pour bien cibler les actions que vous allez mener. Alors, une question de Madame Flandrin de la PES. Peut-on présenter des outils déjà réalisés pour les faire connaître et utiliser? Donc, là-dessus, si vous avez des outils, alors c'est indiqué hein, d'ailleurs dans la fiche de synthèse des outils existants déjà à valoriser. Si le collectif, au cours de l'atelier de concertation, voilà, s'entend sur le fait qu'un outil fonctionne bien et qui doit être valorisé, dans ce cas-là, il faut l'utiliser, il faut l'inscrire, en expliquant pourquoi il est utile voilà, de le valoriser davantage. Donc oui, ça peut être possible si le collectif s'accorde dessus. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Ah, il y en a une nouvelle. Y aura-t-il une possibilité de candidater après la date du 17 mars? Alors, pour l'instant, l'appel à contribution est ouvert jusqu'au 17 mars. Alors, parce qu'il y a effectivement, comme on se projette jusqu'au octobre, on s'interroge sur voilà, la possibilité peut-être de voir des événements que vous n'auriez pas encore en tête et qui pourraient apparaître au cours de l'année. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a cet appel à contribution qui est ouvert jusqu'au 17 mars. C'est une réflexion sur la suite, mais voilà, pour l'instant, on est là-dessus. Après, comme on le disait tout à l'heure, si au 17 mars, il manque un partenaire, il manque encore une date précise, on sera tout à fait ouvert à ce que ça puisse évoluer. Après, si au 17 mars, vous avez encore besoin de vraiment travailler la copie, il faudra qu'on regarde, nous, lors du comité de labellisation, quelle réponse on peut vous apporter. Aujourd'hui, c'est un peu prématuré. Mais c'est vrai qu'on s'est déjà posé la question. Tout dépend de là où vous en êtes, quoi. Et vous pouvez aussi, via l'adresse conférence C7 2023, nous faire remonter aussi ces éléments-là en évoquant vos projets et vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions encore? Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Il y a eu pas mal de questions très intéressantes, à la fois sur les formats, sur les contenus, sur les modalités. OK. Dans ce cas, peut-être vous donner encore la possibilité de réagir, vous donner quand même quelques éléments de date. Alors, en effet, le 17 mars, date de clôture de l'appel à la contribution. Donc, les bien en tête. On vous rappelle aussi la date du 27 mars après-midi avec le lancement de la conférence régionale de l'économie sociale et solidaire, avec une présentation
des feuilles de route des différents partenaires, des échanges autour de la question des transitions. On est en train de construire la programmation. Vous allez recevoir une première communication là, début de semaine prochaine. Donc, on vous donne vraiment rendez-vous le 27 mars pour pouvoir échanger encore autour de ces questions, autour des politiques publiques, de l'économie sociale et solidaire, des transitions. Donc, gardez bien cet élément dans votre agenda. On reste, Juliette, Quentin et moi, vraiment à disposition pour répondre à toutes vos questions au fur et à mesure des semaines qui arrivent. On souhaite vraiment travailler avec vous sur la durée, sur toute l'année 2023. Vous dire aussi que cet webinaire a été enregistré, donc vous pourrez aussi le retrouver par la suite. Il sera diffusé largement dans nos différents outils de communication, donc la matière continuera à vivre. Voilà un petit peu les étapes et puis les perspectives. Et en tout cas, on vous remercie sincèrement de votre présence ce matin avec nous. Si je peux me permettre, il y a encore une dernière question. Alors, juste pour préciser que l'événement se fera à Arras le 27 mars pour le lancement. Et donc, pour la question qui reste, donc, comment ces ateliers vont être valorisés lors du lancement du mois de l'ESS? La conférence présentera un récap des ateliers, des propositions. Donc là, c'est plutôt une question sur l'événement de lancement de novembre. Comment est-ce que ça va s'organiser? Ce qu'on a prévu, c'est de communiquer lors du lancement du 27 mars sur la programmation, une première programmation, on va dire, d'avril à octobre. Donc, il y aura une communication. Et après, sur les modalités de restitution et le contenu du lancement du mois de l'ESS, on est encore en réflexion. Mais ce qui est clair, c'est que le 27 mars, il y aura une communication sur la programmation de l'atelier de conférence. Alors, une question d'Anne-Hélène Lamarche. Où seront centralisés tous les ateliers proposés? Peut-être Quentin là-dessus, comme sur l'appel à contribution, oui, est-ce que je te laisse la main? Ouais. Effectivement, l'idée de cette date qu'on a arrêtée au 17 mars, c'est d'avoir un regard sur la programmation et de permettre de la diffuser. Donc, une page qui est dédiée sur www.esshdf.org qui permettra justement de matérialiser l'ensemble de cette programmation, à la fois lissée sur l'ensemble des mois, mais aussi par thématique retenue sur chacune des transitions. Quentin, si je peux me permettre, donc c'est le 27 mars pour le lancement. Je pense que tu avais dit le 17, c'est le 27 mars. Alors le 17 mars pour la clôture des candidatures. Voilà, c'est l'idée d'arrêter une date pour effectivement matérialiser une programmation qui soit prédéfinie et qui couvre l'ensemble de la période et l'ensemble du territoire et des transitions listées. Alors, on a une question de Marie Lanvin. Sera-t-il possible d'assister au lancement de la conférence en visio? Alors, pour l'instant, on n'a rien arrêté, mais on priorisera quand même le présentiel pour la qualité des échanges et la nécessité de revenir à un format un peu plus informel autour de ces temps-là. Après, il y a des possibilités éventuellement, mais le présentiel nous semble important pour lancer cette conférence. Et enfin, toujours autour de la conférence, savez-vous déjà où aura lieu la conférence du 27 mars? Alors, ça sera à Arras, le lieu est quasi défini, mais vous aurez l'information finalisée tout début de semaine prochaine. Vous aurez déjà un premier contenu, le lieu, la date, et ça sera ce qui se dessine, c'est Arras. Donc, voilà pour l'ensemble des questions. Voilà, merci à Madame Flandrin qui nous dit merci de toutes ces précisions, qui nous réinterroge et nous renvoie à nos événements pour en faire des outils de co-construction. Merci beaucoup. Et merci à toi Rachel et puis à l'ensemble de l'équipe de la CRES pour l'appui technique et puis à l'ensemble des participants. Et voilà, Quentin, Julia, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot peut-être avant de se quitter. Oui, je laisserai le mot de la fin à l'État dans l'ordre protocolaire. Mais en tout cas, vous remercier pour votre participation et de votre mobilisation ce matin. Ne pas hésiter à vous du coup saisir de cet appel à contribution, d'y répondre. Vous l'avez compris, c'est un appel à contribution ouvert qui a
vraiment l'objectif de faire de cette conférence régionale sur l'année 2023 un réel temps de construction, de prendre aussi le temps, de pas aller rapidement sur des enjeux qui sont majeurs pour le secteur et ne pas hésiter aussi à diffuser l'information sur cet appel à contribution auprès de vos partenaires sur vos territoires parce que vous en avez connaissance, peut-être qu'ils n'en ont pas encore connaissance. Donc, n'hésitez pas aussi à diffuser autour de vous cet appel à contribution. Et merci de votre participation et de vos questions. Et on espère vous voir tout au long de l'année 2023 sur l'ensemble des événements que vous porterez et qui seront labellisés ateliers de la conférence. Juste pour vous remercier, je vais faire très court. Vous avez bien compris que voilà, on a fait un format très souple, très simple. Donc surtout, n'hésitez pas à contribuer parce que c'est grâce à vous et aux remontées de terrain qu'on pourra influer plus efficacement sur les politiques ESS. Donc merci à tous. Merci à vous et à très bientôt. Merci à tous, à très bientôt. Bonne fin de journée, belle journée. À bientôt, au revoir. Un grand merci pour votre participation. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.